Donc, cette table ronde porte sur le thème vers le retour de la guerre. Alors, quand j'ai proposé ce sujet à l'IRIS, on m'a dit mais Jean-Pierre, vers le retour de la guerre, mais en bon géopolitologue, tous les iriciens, tous les chercheurs ont dit mais des guerres, il y en a ailleurs dans le monde. La guerre en Ukraine ne résume pas à elle seule la notion de guerre. Ce à quoi j'ai répondu oui, certes. Mais cette guerre, elle est en Europe, elle est sur notre continent. On a la Russie, donc, qui est un des belligérants, et on a la question de l'architecte, de toute la question de la sécurité européenne qui est en jeu. Et donc, en fait, c'est plus sur la notion de perception, de ressenti de ce qu'est la guerre que je voulais un peu axer cette table ronde. Pourquoi? D'abord parce que la guerre, c'est quand même, et je pense qu'il faut quand même insister sur le sujet, c'est un événement, j'ai envie de dire, extraordinaire, dans le sens où c'est un événement où, pour des questions de territoire, de souveraineté, on tue. On tue pour gagner du terrain. Il y a des morts. La mort, c'est quand même quelque chose de spécifique, comme quand c'est pas une mort naturelle. Et on l'a bien vu lors de la précédente table ronde, donc que j'écoutais avec ce que disait Frédéric Chauvel, qui fait des photos. Alors on parlait de l'émotion, mais au-delà de l'émotion, il y a véritablement la question que vous avez des gens qui sont tués. Et donc, une des questions quand même qui se pose, c'est tous, chacun d'entre nous, quelle perception finalement on a de cette guerre. Et là, je reviens à la guerre en Ukraine. Et est-ce que cette perception, elle est la même dans tous les pays? Est-ce qu'elle est partagée par tous? J'ai envie de dire presque d'une certaine manière, cette table ronde, ça pourrait être la vôtre. On pourrait vous mettre à la tribune et tous vous faire parler sur quelle est votre perception de la guerre. C'est quand même une guerre qui est, j'ai envie de dire, c'est une vraie guerre. C'est une vraie guerre. Alors, c'est toujours très difficile d'avoir des chiffres exacts sur le nombre de morts, parce que bien entendu, d'abord, c'est en termes de comptabilisation, c'est très compliqué, et en plus, vous avez de la désinformation sur le sujet. Enfin, les premiers chiffres qui semblent sortir, ce serait aujourd'hui de 15 à 20 000 morts du côté des Russes, peut-être 60 000 blessés. Si on fait une comparaison, et puis un nombre peut-être un peu moins du côté ukrainien, si on fait une comparaison par rapport à la guerre de Yougoslavie, dont parlait Florence Hartmann tout à l'heure, on est quand même dans un ratio de x2 à x3 le nombre de morts. Donc c'est une guerre qui est plus destructrice en perte humaine. Et on pensait au début que cette guerre serait finalement une guerre rapide. Et je ne sais plus qui disait, c'est toujours Frédéric Chauvel, c'est qu'on est dans une guerre qui ressemble d'une certaine manière à la guerre 14-18. Donc les questions de perception sont, je pense, très importantes. Et c'est sur ces sujets-là que je vais interroger les uns et les autres. Et puis également la réponse. Hier, on avait la question de la table ronde sur la diplomatie par rapport à la guerre. Aujourd'hui, il y a aussi la question de la réponse en termes de défense, en termes militaires. Donc, il est évident que ces géopolitiques de Nantes, l'Ukraine a tenu une place importante, mais pas que, puisque l'IRIS, et je pense que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait une bonne chose. L'IRIS a une vocation à regarder le monde entier et les questions géostratégiques, c'est le monde entier. Et cette guerre, en termes de perception, ça concerne le monde entier. Je vais arrêter cette introduction qui est déjà trop longue pour parler de ce sujet. J'ai autour de la table trois journalistes du journal du dimanche pour François Clémenceau, pour France 24, donc
audiovisuel avec Armel Charrier, pour les Échos, donc on revient à la presse écrite, Anne Boer, et puis j'ai le prix géopolitique de Nantes, Frédéric Charillon, qui a été directeur de l'IRSEM, donc qui est le think tank du ministère des Armées, qui était qui enseignait à Clermont-Ferrand et qui donc revient sur Paris cette année. Alors, ma première question, ce serait sur justement cette perception. Alors, naturellement, vous allez en donner, vous, ce que vous voyez de France, mais également des autres pays. Quelle est cette perception de la guerre en Ukraine? Et là, la question, c'est est-ce qu'on est en danger? Mais en danger de mort. Est-ce que le danger est sécuritaire, économique? Et puis, peut-être dans un premier temps, une vraie question, c'est de savoir est-ce que cette perception est partout la même en Europe, dans l'Union européenne, puisqu'on a bien vu qu'effectivement, il y a des trains de sanctions qui ont été adoptés, qu'on a réussi à avoir un consensus. Est-ce qu'il n'y a pas une limite quand même à ce consensus? Est-ce que cette limite, c'est pas cette limite de perception qui pourrait être différente? Donc peut-être François Clémenceau pour une première réponse. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Beaucoup d'entre vous, lorsque vous m'avez croisé dans les escaliers ou dans les couloirs, certains d'entre vous m'ont dit « mais Clémenceau, vous êtes lié à Clémenceau ?» Et c'est vrai qu'on ne me pose pas souvent la question, mais lorsqu'on me la pose, je suis toujours un peu gêné parce que moi, je suis journaliste, ça fait 35 ans que je fais ce métier, et je ne le fais pas, ou alors si peu en pensant au journaliste qu'était Clémenceau, mais très peu en pensant à Clémenceau, président du Conseil et surtout ministre de la Guerre. Et j'avoue que quand on m'a posé encore cette question ce matin, je suis retourné voir le discours de Clémenceau le 8 mars 18, quand il dit « Ma politique intérieure, je fais la guerre. Ma politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Et je ferai la guerre jusqu'au dernier quart d'heure. » Et c'était le 8 mars 18. Autrement dit, on était à la fin d'une période de 4 années, littéralement, mais épouvantable pour la France, pour l'Europe, en termes de monstruosité d'une guerre qui était rentrée dans la vie de chaque famille française. Les Français de 1918 savaient intimement ce que c'était que la guerre, parce qu'elle était chez eux. La guerre d'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, elle nous est différente parce que, évidemment, il n'y a pas de répercussions militaires sur notre propre sol. Et la guerre en Ukraine que l'on voit, on la voit essentiellement à la télévision. Le soir, ça m'intéresse de savoir, juste comme ça, quels sont ceux qui ont vu le journal de 20h d'hier soir ou d'avant-hier? Levez la main. Pas tant que ça, en fait. Mais si vous regardez la télévision, il y a 13 millions de Français qui regardent la télévision tous les soirs, à 20h. Qu'est-ce qu'ils voient de la guerre? Généralement, ça commence pas toujours par la guerre sur le terrain, ça commence par les conséquences de la guerre chez nous, c'est-à-dire les prix qui explosent, l'inflation qui s'envole, la moutarde qu'on ne trouve plus, les pénuries ici et là, les entreprises françaises qui ont des difficultés d'approvisionnement. On parle des conséquences de la guerre en Ukraine chez nous. Mais on ne pose pas la question de savoir si c'est un peu, beaucoup ou totalement notre guerre à nous aussi. Parce qu'on n'est pas impliqué en tant que belligérant, on n'est même pas co-belligérant, on fournit des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse défendre sa souveraineté, son territoire. Ça ne fait pas un immense débat au sein de la population. Il n'y a pas encore eu de grand débat non plus à l'Assemblée nationale sur est-ce qu'on doit continuer ou non à soutenir l'Ukraine. Mais la vision qu'on a de cette guerre, c'est donc une vision extrêmement partielle. Et lorsque on voit des combats à la télévision ou lorsqu'on s'approche de la ligne des combats, eh bien, en tout cas jusqu'à l'été dernier, il y avait cette idée que parfois on était revenu à une guerre d'artillerie. On a évoqué plusieurs fois Verdun. Et donc, c'est ça qui me fait faire le parallèle. Nous, les guerres, en tant que journalistes qu'on a couvertes, je pense particulièrement à la guerre du Golfe, à la guerre en Yougoslavie, à des guerres fratricides ou civiles en Afrique, comme au Rwanda ou en Algérie. Ce ne sont pas nos guerres.
c'était des guerres soit lointaines, ou lorsqu'il y avait un contingent de l'armée française qui était envoyé, on participait à un effort collectif, je pense à la guerre du Golfe, et les images de la guerre qu'on renvoyait étaient certes épouvantables aussi, parce que la guerre, ça n'est jamais propre, mais ces guerres, on les a vécues en quelque sorte par procuration. Et donc, qu'est-ce que ça dit de ce que l'on doit faire par rapport à cette guerre? Est-ce qu'on doit juste rester en observateur, comme si c'était loin, comme si ce n'était pas chez nous? Ce n'est pas chez nous, mais c'est quand même proche de nous, comme si ça n'interrogeait pas les relations internationales, celles de la France, la relation que la France veut construire avec la Russie, voulait construire avec la Russie, le poids de l'Union européenne. On dit des Américains qui font une guerre par procuration contre la Russie. Toutes ces questions-là, c'est bien de se les poser, mais ça ne répond pas à la question de savoir si nous sommes personnellement investis dans cette guerre, parce qu'elle nous frappe indirectement à travers les conséquences que j'ai décrites tout à l'heure, mais parce qu'elle doit nous interroger sur ce qu'est la guerre. Parce que ce n'est pas qu'elle va arriver demain matin chez nous, mais si elle devait arriver chez nous, comment réagirions-nous? Et c'est intéressant parce que jusqu'à présent, les différentes guerres depuis 25 ans qui ont été conduites avec ou sans l'armée française, avec ou sans l'OTAN, avec ou sans les Nations Unies, ce n'étaient pas des guerres qui impactaient chaque famille française comme les deux grandes guerres. Et j'étais intéressé récemment, en entendant un haut responsable militaire français, dire que l'une des grandes leçons que nous donne l'Ukraine, c'est pas tellement son incroyable capacité à résister et à mener une contre-offensive, mais c'est surtout le fait que la nation ukrainienne s'est tellement mobilisée dans cette guerre pour résister qu'en fait, ils ont fait nation. Alors, ils sont agressés, ils vivent ça au quotidien. Pour le coup, chaque famille ukrainienne a probablement un homme, un frère, un père, un cousin qui est sur le front ou près du front. Et donc, on peut comprendre ce qui se passe chez eux. C'est normal. Mais est-ce que nous-mêmes, Français ou Européens, si cette guerre devait franchir une frontière de plus, comment réagirions-nous? Comment nous investirions-nous dans la guerre? Et c'est pour ça que, Jean-Pierre, quand tu parles de perception, la perception, on a toujours l'impression qu'on perçoit quelque chose de lointain et de jamais proche. Mais ce n'est pas si lointain. Et si vous allez au-delà des pénuries et au-delà des prix qui flambent, il y a quand même quelque chose qui résonne, qui teinte, et qui est, en fait, on aide l'Ukraine à se défendre, mais ce n'est pas n'importe quoi, l'Ukraine. C'est sur le sol européen, c'est une démocratie, certes perfectionnable, mais ça reste une démocratie. Et surtout, l'agresseur est un pays doté de la puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité, et qui remet par cette guerre en cause l'ordre mondial. Et cet ordre mondial, on en fait partie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos réflexions, pour essayer, non pas de s'approprier cette guerre, mais pour essayer de se mettre à la place de ceux qui la font. Parce qu'ils la font pas seulement pour défendre leurs frontières, pas seulement pour défendre leur sol, mais aussi pour défendre des valeurs. Et ces valeurs, ça a été longuement dit lors des conseils européens, lors des grandes réunions, et notamment cette semaine à New York, ce sont des valeurs que nous partageons. Et donc, quand on s'attaque à nos valeurs, eh bien oui, ça demande effectivement peut-être un changement de perception qui passe par, bien sûr, s'énerver ou râler ou trouver insupportable les conséquences de la guerre chez nous, mais qui peut-être serait plus supportable si on se disait que nous aussi, on a peut-être à prendre en charge une partie de cette solidarité avec les Ukrainiens. Tous ceux qui ont accueilli les plus de 100 000 Ukrainiens en France, réfugiés en France, ont accédé à cette guerre par proximité, mais tous les autres, il serait peut-être temps de se poser une fois la question de savoir si on regarde cette guerre autrement qu'à travers 1 minute 30 chaque soir dans le journal télévisé, autrement que par quelques lectures, mais peut-être par une réflexion sur ce qu'est la guerre, sur ce qu'elle signifie et sur ce qu'elle change profondément, non seulement dans cet ordre international qu'on a longuement décrit depuis hier matin, mais aussi
dans notre vision de ce qu'est une démocratie, de ce qu'est un état de droit, de ce qu'est une Union européenne avec des valeurs, et que oui, peut-être qu'un jour, il faudra se mobiliser aussi pour les défendre. Merci François. Je ferais peut-être réagir Armelle plutôt sur la question du reste du monde, mais si elle veut prendre la parole naturellement sur cette première question, elle peut le faire. Enfin, vous pouvez d'ailleurs prendre la parole quand vous voulez. Je vais me retourner peut-être vers Frédéric Chadirion et Anne Boer sur cette même question des perceptions, sachant qu'en revenant peut-être sur ce qu'a dit François Clémenceau, ça m'a fait penser tout d'un coup que Emmanuel Macron avait dit qu'on était en guerre contre le Covid. Bon, il ne peut pas dire, bien évidemment, qu'on est en guerre contre l'Ukraine. C'est tout à fait logique, sinon la situation serait extrêmement grave. Mais c'est vrai que finalement, il a peut-être une volonté d'être rassurant par rapport à ce conflit. Et comme il veut être rassurant, ce qui est compréhensible, ça peut modifier effectivement, enfin, en tout cas, modifier pas le mot, mais ça peut entraîner une perception de cette guerre par rapport à cette volonté d'être rassurant. Bon. Alors, Anne, allez, on commence par Anne. Écoutez, sur la perception de la guerre, je pense que tout le monde est inquiet. C'est normal, c'est naturel. Je ne vais pas élaborer sur... je pense que le mot, il faut quand même un peu le manipuler prudemment. Mais on peut dire on n'est pas on n'est pas en Pologne, on n'est pas en Finlande, on n'est pas dans les pays baltes. Donc on est, entre guillemets, plus on va au sud de l'Europe, peut-être plus la perception de la guerre avec l'Ukraine est un peu lointaine. Mais on comprend déjà que c'est comme la tectonique des plaques, c'est en train de tout bouger. Nos voisins sont en guerre. Ça entraîne évidemment, on le lit, hein, des questions sur l'énergie, sur l'alimentation, sur l'armement, sur les alliances. Enfin, on voit bien que tout est en train de bouger et que on se demande de quelle manière nous, l'Europe, nous, la France dans l'Europe, on est armés là-dessus. Alors la première conséquence très directe, c'est que 2 pays qui ont voulu être neutres pendant des années demandent à rentrer dans l'OTAN. Ce qui veut dire que la perception chez nos amis finlandais ou suédois, qui a été très longtemps, qui voulaient avoir leur propre défense nationale, la Finlande a quand même 1000 km de frontières avec l'URSS, enfin pas l'URSS, mais enfin avec les Russes. Voilà, leur perception a été immédiate. Au secours, on veut une défense collective, on se met sous le parapluie américain. Voilà, donc ça c'est une première conséquence immédiate, c'est renforcer l'alliance collective, c'est renforcer l'alliance de défense, c'est être plus nombreux dedans, mieux s'armer, etc. L'autre conséquence qui va faire petit à petit son chemin, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe s'aperçoit que tous ces paradigmes sur lesquels elle s'est créée sont insuffisants et fragiles. C'est-à-dire que l'Europe est une alliance économique qui a créé une unité économique qui était basée sur cette idée qui a longtemps marché, hein, quand même. Il ne faut pas peut-être l'acheter complètement, mais que quand on développe le commerce, on développe des zones de paix. Et c'est en développant des alliances commerciales et en s'ouvrant et en abaissant ses droits de douane et en étant libre-échangiste et en prônant une vision un peu libérale qu'on crée de la richesse. Et si on crée de la richesse, on crée aussi des espaces de paix. Ça a quand même été tout le développement de l'Union européenne. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? De re-réguler le marché de l'énergie, de re-réguler certains trucs, de se redonner une autonomie industrielle, de se redonner une autonomie stratégique, de redévelopper une politique. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas les outils de renseignement suffisants. Elle ne voit pas. Il y a des choses sur lesquelles elle ne voit rien. Les États-Unis le voient, nous, on ne voit rien. Donc tout ça, ça crée des choses. Et puis, il y a aussi le choc économique qui est évident, qui est l'inflation, qui se recrée. On rentre dans ce... On savait qu'on irait vers là, mais on ne voulait pas le voir. Là, c'est un accélérateur. On rentre dans un monde où la ressource est rare et où la ressource, il faudra la partager sans faire la guerre. Donc tout ça, on le sent. C'est un accélérateur. Donc de ce côté-là, je dirais, c'est une période extrêmement inquiétante et aussi une période
qui pourrait, avec de l'intelligence, être productive, comme, pour le dire simplement, vous, en tant que citoyen, vous aviez une vieille chaudière à fioul, vous savez que c'est la fin et vous vous dites, «Bon, entre une chaudière au gaz ou une chaudière, à bois, regardons dans quelle région je suis, comment est-ce que je peux être autonome? Est-ce que je mets des panneaux solaires?» Toute cette réflexion-là, vous l'aviez pas il y a 10 ans, mais là, c'est encore un accélérateur pour l'avoir puisqu'on voit notre dépendance énergétique vis-à-vis d'un pays qui agresse. Voilà, ça c'était un peu pour poser les choses. Sur la perception, je pense qu'effectivement, elle est extrêmement différente enfin, on le voit dans les discussions entre un Balte et un Français. Après, je pense qu'il y a une générosité qu'il ne faut pas non plus sous-évaluer. Les Français veulent bien, enfin, on voit dans des villages des Ukrainiens qui sont bien accueillis. Enfin, il y a des choses qui se passent, quoi. Oui, d'abord, merci Jean-Pierre pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être là et d'être à Nantes et d'être avec vous, puis d'être avec toi et toute l'équipe et Pascal. Sur la perception, une guerre, c'est toujours une question de perception, d'abord. Forcément, parce qu'il y a d'abord il y a une bataille, il y a aussi une guerre de l'image, il y a de plus en plus, hein, évidemment, avec les médias modernes, mais enfin déjà dans les guerres plus anciennes, il y avait aussi des rivalités en termes de propagande, d'image, on le sait, donc forcément, on cherche, les protagonistes cherchent à donner une version, leur version de la guerre. Donc c'est de toute façon une affaire de perception. C'est une affaire évidemment de vie ou de mort pour les combattants qui sont en première ligne, mais pour toutes les opinions publiques qui sont un petit peu plus loin, c'est une, une affaire de perception. Alors, c'est une affaire de perception qui est d'abord liée à la géographie et à la proximité du front. Plus on est proche du front, plus on a une perception concrète de la guerre. Et plus on est loin, plus on met du temps à s'apercevoir que peut-être on va être touché, alors que c'est d'abord évidemment des préoccupations économiques. On se dit, est-ce que ça va avoir un impact sur les prix de telle ou telle chose? Mais enfin, tout ça est très lointain. On a appris dans l'histoire récente que le monde était interdépendant, c'est-à-dire que tout le monde dépend de tout le monde. L'un des premiers, une des prises de conscience les plus fortes, c'était quand même après la guerre du Kippour en 1973, qui a déclenché le choc pétrolier, hein, où là, des gens aux États-Unis qui se préoccupaient pas forcément de savoir ce qui se passait au Proche-Orient, donc ils avaient une idée plutôt floue, finissent par réaliser que parce que on leur dit qu'il y a une guerre quelque part au Proche-Orient, il n'y a plus d'essence dans la pompe en face de chez eux, qu'ils ne peuvent plus faire rouler leur voiture. Et puis, quand ils vont pouvoir la faire rouler à nouveau, le prix de l'essence aura été multiplié par je ne sais combien. Bon, on est loin, on a une perception de la guerre qui commence par ses propres intérêts. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on commence par se demander si nous allons être touchés et comment. On le voit bien en parlant souvent avec des amis au début de cette guerre ukrainienne. Moi, je me souviens, voilà, quelques amis qui avaient des métiers divers et variés, de restaurateurs à plein d'autres choses, qui au début me disaient, oh non, écoute, faut dire qu'il y avait une espèce de fatigue déjà du Covid, où on a assez de problèmes à gérer comme ça. Donc, quand on leur dit, ah, tu vas voir, la guerre en Ukraine, ça va pas nous faciliter la tâche, première réaction, c'est de dire, non, écoute, la guerre en Ukraine, t'es gentil, mais c'est pas notre préoccupation. Puis, dans un deuxième temps, on se dit, ah bah si, quand même, c'est notre préoccupation. Bon. Plus on s'approche ensuite de l'épicentre du conflit, plus, évidemment, c'est une question de sécurité territoriale. C'est-à-dire qu'on se demande si la guerre ne va pas déborder chez nous. On se demande si on ne va pas être pris dedans. On se demande si la Russie, en l'occurrence, ne va pas essayer d'attaquer d'autres fronts pour soit faire diversion, soit élargir le spectre de la guerre, soit entraîner d'autres fronts dans la guerre. Et on se demande même s'il ne va pas utiliser l'arme nucléaire au moins tactique, si ça ne va pas tout changer pour nous. Voilà, c'est comme ça que la guerre se rapproche. Elle se rapproche aussi dans le débat, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui prennent position, avec des débats qui peuvent être assez violents. Bon. Et tout ça reste dans la proximité géographique. Ensuite, il y a une autre question de perception, et là on le voit bien, et si j'ai bien compris, ça va faire une transition avec ce que Armel va dire tout à l'heure, c'est-à-dire sur les autres pays du monde. C'est que là, il y a vraiment une question très importante de perception de cette guerre ukrainienne et de son importance. C'est-à-dire que nous avons présenté cette guerre ukrainienne comme, on l'a dit tout à l'heure avec Jean-Pierre, un retour de la guerre, et tu l'as raconté, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui disent, mais enfin, la guerre, elle n'a jamais disparu. Le Yémen, etc. Et ça a dit, oui, mais là c'est chez nous. Et ça, c'est à mon avis un point très important dans les perceptions mondiales de ce conflit ukrainien, parce que nous présentons en Europe et en Amérique du Nord, en réalité dans le monde occidental, cette guerre comme quelque chose de tout à fait important, plus peut-être, en tout cas dans nos couvertures médiatiques que d'autres. Et on a bien compris,
on le disait hier avec Pascal dans son discours d'ouverture, on a bien compris que ça agaçait beaucoup dans les pays du Sud. Que cette façon que l'Occident avait eue de dire « Ah oui, mais là, arrêtez tout, parce que là, c'est chez nous, donc là c'est vachement important », ça avait agacé. Il y a des pays qui ont dit « Mais attendez, et la guerre américaine en Irak en 2003, et le Yémen, et le Tigré, et etc., etc. » C'est bien, c'est chez vous, vous prenez conscience que la guerre, ça peut être grave, bon, félicitations, mais ça nous agace un peu. Bon, et là, on voit bien, si vous voulez, le problème de perception, et nous avons du mal aujourd'hui, nous, pays occidentaux, à faire partager, on le voit bien, c'est un effort de la diplomatie américaine, et pas seulement américaine aujourd'hui, on essaye de dire à des pays du Sud, il faut vous mobiliser parce que cette affaire est plus grave que les autres. Et la première réaction des pays du Sud a été de nous dire, pourquoi est-ce que ce serait plus grave parce que c'est chez vous que quand c'est chez nous? Et pourquoi ce serait plus grave quand c'est la Russie que quand c'est les États-Unis qui envahissent l'Irak? Bon, on sent bien que là, il y a un malaise, il y a un problème de dialogue. Alors, on leur explique que c'est une question aussi d'intégrité territoriale, de droit international, que s'il s'agit d'effacer un pays de la carte, il s'agit d'annexer des territoires, il ne s'agit pas seulement d'une question de régime, mais on voit bien que la perception n'est pas la même. Donc voilà, je dirais que il y a une proximité, il y a une perception de la guerre qui varie avec la proximité géographique. Au plus près, on l'a dit, Anne l'a rappelé, les pays baltes, la Pologne, ceux qui sont vraiment en ligne de front, pour eux, c'est une question pratiquement territoriale. Est-ce que ça n'a pas débordé chez nous? Pour ceux qui sont un petit peu plus loin, c'est quelles sont les conséquences économiques pour nous? Pour ceux qui sont encore plus loin, la perception, c'est d'abord une réponse pour nous dire, mais chers amis, quand ça nous arrive à nous, cette guerre, ce type de guerre, vous êtes quand même nettement moins dans l'urgence. Donc comprenez que nous n'ayons pas la même perception que vous. C'est toujours une affaire de perception, les guerres. Je vais faire donc rebondir Armel Charrier sur le sujet, peut-être en approfondissant encore la question, de se dire, mais pourquoi finalement est-ce qu'ils ne nous suivent pas? Parce que ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on était persuadés, un pays en ayant agressé un autre, c'est une violation évidente du droit international public, il devait y avoir unanimité au plan mondial. Il n'y a pas unanimité. Ça vous a surpris? Moi, non. Oui, parce que... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même une attente des dirigeants occidentaux, peut-être pas tous. Hein, si on prend le discours de Macron, il est bien conscient de la difficulté. Mais il y avait quand même une attente qui semblait évidente, qui a été déçue. Voir le discours de Borrell quand il va en Afrique sur le sujet. Bon, c'est pas à moi de parler, je vous laisse. Je vais faire un pont avec la perception, en fait, juste par rapport à la mise en perspective avec les autres pays, parce que, en fait, moi, je travaille sur des questions de journalisme qui sont à la fois de la diplomatie et à la fois de défense depuis maintenant plusieurs décennies, petites. Et du coup, ça fait partie de notre culture en tant que journaliste qui travaillons sur les questions internationales, de faire ce yo-yo, qui en fait, c'est de se demander ce que perçoit notre propre famille, ce que perçoit notre propre pays, ce que perçoit les pays qui sont autour. Par exemple, lors du Covid, on est tous arrêtés. On a nos adolescents ou nos jeunes de 20 ans qui subissent cela comme quelque chose de très dur, qui vont peut-être faire des dépressions derrière, qui ne voient pas leurs copains, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas faire la fête et qui le vivent violemment. Et il vous faut avoir des termes à ce moment-là pour les réconforter. Pour autant, vous avez croisé des bambins dans l'Afrique sahélienne, par exemple, qui ont 3-4 ans, qui sont tout maigres. Et ben, ils vont déjà chercher les petits morceaux de bois qu'ils peuvent ramasser pour faire les foyers. Ils savent déjà concasser les quelques grains de blé pour pouvoir, à un moment donné, apporter de la farine. Pour autant, vous avez en tête des jeunes qui ont le même âge
que ces enfants malheureux qui sont les vôtres parce qu'ils sont sur le Covid et qui sont en Tunisie qui ne peuvent pas trouver un travail parce qu'on est dans les pays miniers où ils ne peuvent pas travailler, ou si on ne rentre pas dans les systèmes claniques de corruption, on n'a pas un emploi, et si on n'a pas un emploi, si on n'a pas d'argent, on n'a pas le droit de se marier, et si on n'a pas le droit de se marier, on n'a pas le droit de se fonder une famille. Et eux, ce sont les oubliés de la Tunisie. Et à côté de ça, vous avez un peu plus loin, vous avez la Libye, où vous avez des jeunes, grosso modo, de 18, 19 ans, qui vont aller se battre pour des raisons, j'allais dire, de religion, et qui vont se battre contre de l'intégrisme musulman. Ces questions-là, c'est pour vous dire qu'elles sont extrêmement multiples en fait en tête sur la notion de comment est-ce qu'on transmet. Et notre métier à nous, c'est un métier aussi très pédagogique. On n'a pas forcément des conclusions à tirer, mais on a en tout cas des enseignements à donner. Et que chacun ensuite se fasse une question. Souvent, on nous dit, est-ce qu'on peut rétablir, en tant que les questions de défense, un lien entre l'armée et la nation? Comment est-ce qu'on peut appeler notre jeunesse à devenir de plus en plus résiliente? Comment, à un moment donné, on peut l'éclairer sur les difficultés que demain, elle peut rencontrer? Demain, c'est présenté. Je suis d'accord avec François. Demain, on l'a perçu aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se l'est approprié, mais dans cette guerre en Ukraine, on l'a perçu. À un moment donné, on l'a perçu. Et c'est vrai que c'était très compliqué parce qu'on est finalement dans des sociétés qui sont très protégées aujourd'hui et que du coup, c'est grosso modo quelque chose de très lourd qu'il va falloir faire pour notre jeunesse, de dire, vous savez, demain, vous aurez peut-être des questions sécuritaires qui ne seront plus les mêmes. Ce sera peut-être chez vous, ce sera peut-être à l'extérieur des frontières, ce sera peut-être chez le pays voisin ou chez le continent voisin, mais en tout cas, il y a cet appel. Et cet appel, personne, en fait, n'a envie de l'avoir. L'appel, il a été encore peut-être plus fort parce que quand il y a des questions du nucléaire, à ce moment-là, évidemment, toutes les oreilles se tendent. Et moi, au tout début de la guerre, j'ai eu des coups de fil de personnes qui habitent le sud de la France, en Provence. Elles étaient inquiètes, en fait, fondamentalement, de cette guerre. Et c'était la période où les amandiers sont en fleurs et où, normalement, on est plutôt serein quand on habite en Provence. Donc, c'est pour vous dire que c'est la richesse sur laquelle, en permanence, on doit travailler. Et du coup, quand la perception du monde s'impose, chez nous, elle est importante. Alors, chez nous, c'est France 24. Moi, je travaille en chaîne internationale. On a une rédaction en français, on a une rédaction anglo-saxonne, on a une rédaction en anglais, une rédaction en arabe et on a une rédaction en espagnol. Et donc, on est évidemment avec des tonnes de nationalités, des tonnes de perceptions et des avis très, très différents. Et puis, avec le temps, maintenant, parce qu'on existe quand même depuis 2007, on a appris à se parler. On n'a pas forcément toujours appris à se comprendre, mais en tout cas, on a appris à s'apprécier. Et donc, du coup, on va aller chercher les uns et les autres ce que l'on peut s'apporter. Et très vite, du coup, cette question de comment est-ce que le reste du monde perçoit, elle a été suscitée. Parce que vous pensez bien que lorsque la guerre en Ukraine nous effleure, la chaîne en arabe, par exemple, où vous avez des Irakiens qui sont là, eux, ils ont le million d'orphelins chez les enfants, et que ça, ils ne l'ont pas pardonné. Donc derrière, et la colère, elle est tout de suite immédiate. Elle est de dire, mais de quoi est-ce que vous me parlez ? De quoi est-ce que vous êtes en train de me parler ? On a évidemment traité, parce que c'est notre ADN, de la guerre en Syrie, où vous avez plus de 300 000 morts et vous avez la moitié du pays quasiment qui est déplacé, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur, ce qu'on appelle les déplacés de l'intérieur. Vous avez bien évidemment la Libye, on pourra en parler, on peut remonter sur plein de pays qui sont concernés, mais on a par exemple l'Afrique des Grands Lacs, où autour du lac Tchad, vous avez eu des exactions les plus affreuses, où à un moment donné, vous vous retrouvez à interviewer un des hommes les plus formidables que j'ai rencontrés, et il y en a beaucoup de formidables, mais c'est Denis Mukwege, avant qu'il ne devienne prix Nobel, et qui est un médecin qui soigne effectivement en RDC, dans l'Afrique des Grands Lacs. Il reconstitue les femmes qui ont été violées par ces viols de guerre, qui sont tellement insupportables que le but n'est pas de violer, le but est de détruire. Et donc du coup, on détruit dans une même famille la petite fille, la mère, la grand-mère. Et donc lui, il accueille parce qu'il essaie de reconstruire. Et il racontait à un moment donné, en dehors de cette guerre, que quand il allait voir les présidents, les différents présidents pour aller exposer ses faits, il y avait toujours une écoute, mais il y avait dans le coin de l'œil une horreur. Une horreur.
Mon Dieu, nous sommes protégés de tout cela. Alors, c'est vrai que lorsque l'on parle du reste du monde, forcément, je suis obligée d'aller chercher, j'allais dire, les exemples les plus saisissants. On pourrait en chercher qui sont des moins provocants, qui sont des plus fins peut-être. Mais en tout cas, pour vous donner l'échelle de valeur sur laquelle on s'adresse quand on est amené à discuter. Et que du coup, ça nous donne une orientation. Parce que, évidemment, la guerre en Ukraine, ça choque. Et c'est choquant. Quand on est français, quand on est européen, quand on est polonais, quand on est des pays baltes, c'est extraordinairement choquant. Plus encore quand on est proche de la Russie. Nous, on est encore un peu excentré, donc on peut encore regarder avec un autre regard. Mais on s'adresse aussi à des pays qui, du coup, vont croire en Vladimir Poutine, vont croire en la Russie, vont à un moment donné vouloir défendre ce que les Russes veulent mettre en place, c'est-à-dire une volonté de sortir d'un système occidental. Ils le perçoivent réellement de cette manière-là. Et donc, il faut arriver à comprendre, transmettre, savoir quels sont les arguments qu'ils portent, savoir aussi entendre les arguments qui sont portés par eux. Et donc, il y a en fait tout ce mix qui est fait. On voit qu'on a des réactions quand il y a, et je terminerai là-dessus, le vote, par exemple, et l'abstention à l'Assemblée générale des Nations unies au tout départ. Et évidemment, il y a des lectures qui sont des lectures, j'allais dire, stratégiques. Israël s'abstient parce qu'il ne va pas voter les sanctions, parce qu'ils ont des intérêts stratégiques quand il s'agit d'aller frapper leur ennemi, le Hezbollah, en Syrie, et que les Russes ferment les yeux sur les vols d'avions. Voilà. Ça, c'est de l'intérêt immédiat, c'est de l'intérêt stratégique. Mais derrière, il y a des intérêts de cœur, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui sont proches de Vladimir Poutine. On pense évidemment à un nombre de pays de l'Afrique qui sont effectivement le regardent avec attention, ou même ces derniers temps, les Égyptiens qui vont travailler sur la capacité de mettre aujourd'hui une carte MIR, c'est les cartes de paiement en fait, pour pouvoir payer avec des roubles sur leur territoire. Donc là, il y a un autre regard. On pourrait parler de désinformation, de surinformation, de quelles informations. Mais en tout cas, quand on a leur sensibilité, c'est celles-ci qui vont exposer. Et puis, il y a aussi des pays qui sont beaucoup plus loin de nous, qui sont des pays qui vont être dans l'Amérique latine et qui veulent juste avoir leur liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dit qu'il faut mettre des sanctions sur l'or, il y a plein de pays qui disent pourquoi j'irais suivre les Américains. On est aujourd'hui en train d'avoir un poids du monde différent. Je n'ai pas de raison de suivre les Américains quand ils m'imposent telle et telle chose. Et puis, on aura certainement l'occasion d'en parler. Je laisse aussi la capacité des questions et à mes confrères de pouvoir parler. Mais il y a évidemment après les intérêts qui sont ceux de la Chine, ceux de l'Inde, qui 1,4 milliard chacune sont les deux gros poids lourds, sont les économies futures qui se mettent en place et qui elles aussi ont d'autres regards. Voilà, c'était juste un panorama pour vous dire que finalement, on est amené, quand on travaille sur ces questions-là, qui sont au demeurant passionnantes, mais à avoir à la fois beaucoup d'empathie, beaucoup d'humilité, beaucoup de curiosité, beaucoup d'histoire et beaucoup, j'allais dire, de compréhension. Parce que sinon, on passerait certainement à côté de la majeure partie des intérêts qui sont en jeu. Merci à Armelle. Je retiens cette presque théorisation de la théorie de la relativité en géopolitique. Et puis, ce que vous expérimentez à France 24, c'est-à-dire ce que tu disais, parler, comprendre et apprécier. C'est très, très intéressant. Alors, la guerre en Ukraine, elle a aussi des caractéristiques militaires. Et elle peut nous poser question, et elle nous pose question en France sur le sujet. Il faut bien voir que, même si nous ne sommes pas en conflit, on est devenu une sorte de base arrière, tout au point en fourniture d'équipements militaires. Et donc, aujourd'hui, nous sommes interrogés, questionnés, enfin, nos autorités sont interrogées, questionnées, nos militaires et notre industrie de défense sur les conséquences de les effets plutôt de cette guerre en Ukraine. Et puis, vous avez une nouvelle loi de programmation militaire qui est déjà en cours d'élaboration, qui doit être examinée au Parlement au début de l'année 2023. Alors, pour évoquer ces questions, Anne Boer, donc journaliste défense et espace aux Échos. Une des premières conséquences de la guerre en Ukraine
effectivement, c'est un conflit qui est proche, c'est un conflit qui met en jeu des pays voisins, c'est un conflit où l'Union européenne a pris parti, elle soutient l'Ukraine. Donc voilà, maintenant, il faut regarder, nous. Alors, évidemment, il y a la première sidération, c'est que ça consomme beaucoup, beaucoup d'armes. Ouah, on pensait que les conflits, c'était des expéditions un peu, soit des conflits à l'extérieur, ce qu'on appelle les guerres expéditionnaires, soit des conflits du ciel, hein. En Irak, on a vu les petites étoiles, l'armada d'avions, etc., des Américains, mais voilà, on avait une vision un peu comme ça du conflit. Et là, donc comme tous les conflits, comme toutes les guerres, il faut les analyser et voir, et si c'était chez nous? Eh ben, si c'était chez nous, la réponse, c'est qu'on ne tiendrait pas beaucoup. Alors certains ont dit avec provocation qu'on aurait 15 jours de munitions. C'est peut-être un peu exagéré, on aurait peut-être un peu plus. Mais en gros, on a la première conséquence de la guerre en Ukraine, tout du moins pour les pays européens, mais c'est une tendance mondiale malheureusement, c'est le réarmement. Donc tous les budgets de défense de tous les pays européens sont en hausse, tout le monde veut mettre plus d'argent. Et donc, voilà, la Pologne a voté une augmentation quasiment de 100% de son budget de défense. La France était sur une tendance de réarmement qu'elle va poursuivre et qu'elle ne va pas pouvoir diminuer. Et le plus incroyable, évidemment, dans l'histoire longue, c'est l'Allemagne, qui a longtemps été un pays qui avait une armée, comme on dit, parlementaire, c'est-à-dire une armée qui ne voulait rien savoir et qui était juste là en défense du territoire au cas où. Bon, c'est la conséquence de leur histoire, hein. C'était une armée qui a été désarmée. Ils ont eu le droit d'avoir une armée seulement dans les années 70, après, et qui tout d'un coup dit, bon, attendez, là, ça va pas du tout. Première réaction du chef d'état-major des armées allemandes, c'est, oups, j'ai rien dans le placard à filer à l'Ukraine. C'est un peu curieux. Et donc, ils ont voté cette somme un peu symbolique de 100 milliards d'euros pour redonner des moyens à leur armée. Et maintenant, ils disent, ouf, maintenant, il faut qu'on construise une armée qui est à la hauteur de ce que nous sommes, c'est-à-dire quand même le pays le plus peuplé et le plus important d'Europe. On ne va pas parler du plus riche, parce que sinon, on va rentrer dans des débats compliqués. Donc, il y a la première réaction, c'est sur la quantité. Donc, il faut reconstruire la quantité. Et puis, il y a la deuxième réaction, c'est sur... en France, alors particulièrement en France, où on a une armée qui a plutôt une bonne image, qui est plutôt qui est populaire chez les citoyens et qui est jugée plutôt efficace, et où on a gardé une base industrielle de défense, c'est-à-dire on a des industries de l'armement qui sont performantes, qui sont bonnes, mais qui depuis des années font du matériel sur le mode, moi j'appelle ça sur le mode Hermès. On a une armée, une armée de luxe, c'est-à-dire qu'on a une armée qui sait tout faire, qui a un petit peu de tout, des sous-marins nucléaires d'attaque, un porte-avions, des Rafales, des hélicoptères d'attaque très performants, des hélicoptères normaux. Enfin, on a un peu de tout, des missiles, mais en quantité, en petite quantité et sur de la très haute technologie, puisque pendant longtemps, on a quand même entretenu une armée qui devait garder un savoir-faire, qui devait être performante, qui devait tirer notre industrie. Mais enfin, bon, on ne peut pas leur en vouloir. Si on n'a pas de stock de munitions, on n'est pas en guerre. Donc, on n'a pas de stock de munitions, c'est normal, mais qui était sur un mode au minimum. Et donc, maintenant, il y a tout un débat qui est lancé, qui est un débat quand même intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'entre l'hypertechnologie et la masse, il ne faudrait pas avoir un peu plus de masse, c'est-à-dire un peu plus de stock, un peu plus de munitions, un peu plus d'armes basiques, et un peu moins de technologie, et relancer l'armement. Alors c'est difficile. Alors pour vous donner, vous l'avez entendu, vous le connaissez par cœur. Nous, qu'est-ce qu'on a donné? On a donné 18 canons César à l'Ukraine. Enfin, donc les canons César, c'est pour de l'artillerie, hein, c'est pour lancer au loin, ça lance à 40 km, ça tape assez précis, c'est assez efficace. Et quand on dit qu'on a donné 18 canons César, on a donné un quart
de notre artillerie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on en a 76. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, vous placez 76 en France, la France ne va pas être protégée. Enfin, c'est pour vous donner l'aspect échantillonnaire de notre armée. Qu'on ait une armée... Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une réflexion en cours pour relancer, se dire comment est-ce qu'on peut produire de plus? Est-ce qu'on peut faire des stocks? Est-ce que ça peut ne pas être trop coûteux? Qu'est-ce qu'on peut donner de plus? Et ce débat, la difficulté, c'est qu'il faudrait l'inscrire à l'intérieur d'un débat européen parce que tout le monde a un peu ce même débat. Bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, déjà, en France, on essaye de mener cette discussion et elle va aboutir à une nouvelle loi de programmation militaire qui va couvrir la période 2024-2030, je crois, où il faut repenser ce qu'on a en coopération, repenser d'avoir un peu plus de souplesse et repenser aussi d'avoir... ça met aussi en question la question d'hommes, les savoir-faire. Est-ce qu'on fait une réserve industrielle? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la retraite, mais qui pourraient revenir pour donner un peu d'élan à des industries d'armement en cas de soucis. Et puis, on se pose la question de la réserve aussi, des citoyens et de notre cohésion nationale. Ça, c'est encore un autre sujet. Frédéric, tu voulais prendre la parole? Peut-être 3-4 minutes. Maintenant, je pourrais parler encore chacun un tour. Mais... Voilà. Si, ça marche. Non, on a dit tout à l'heure pourquoi la guerre en Ukraine n'était pas la seule au monde. C'est la seule guerre au monde et pourquoi il y en avait plein d'autres ailleurs. Là, évidemment, il faut quand même aussi qu'on s'attache à la spécificité de cette guerre et qu'il y a des particularités importantes. La première, c'est qu'on a affaire à une guerre à l'ancienne, si je puis dire, où il s'agit d'envahir un territoire. Alors, la Géorgie en 2008, il y avait un petit peu de ça aussi, mais il s'agissait de prendre des enclaves, de soutenir des séparatismes, etc. Là, on a bien compris que même si la rhétorique russe avait évolué au fil des mois, il s'agissait d'en finir avec une entité ukrainienne. À cette guerre à l'ancienne, c'est un petit peu le pari de Poutine, c'est un petit peu de refaire en 2022 la répression, l'écrasement du printemps de Prague aussi en 1968. Guerre à l'ancienne. Face à cette guerre à l'ancienne, il y a une réponse occidentale qui est une panoplie de moyens tout à fait modernes et contemporains. Il faut dire que les Américains eux-mêmes ont appris les dures leçons de l'intervention militaire puisqu'elles ont échoué à plusieurs reprises, Irak, Afghanistan, etc. Et donc en face, on a une autre méthode qui consiste à dire celui, en l'occurrence Poutine, qui aujourd'hui, là, en 2022, essaye de faire ça, ça va lui coûter très cher. Ça va coûter très cher à son pays, ça va coûter très cher à son action diplomatique, à sa marge de manœuvre diplomatique, etc. Donc, on est là dans une spécificité, c'est que nous sommes face à une guerre qui oppose deux méthodes, on va dire la guerre du XXe siècle, que tente de refaire Poutine en Ukraine, et la tentative de mettre au point une guerre du 22e siècle, du 21e siècle, pardon, n'anticipons pas, par les États-Unis. Qui essaye de faire la guerre sans la faire vraiment. C'est ce que disent les États-Unis. D'ailleurs, nous ne faisons pas de guerre avec la Russie. Ça, c'est la première caractéristique, c'est très nouveau. Et donc, il faut que nous sachions faire le numéro d'équilibrisme entre ces deux postures. C'est pas facile. Il faut contribuer à l'aide à l'Ukraine, mais ne pas franchir la ligne d'être en guerre avec la Russie. La deuxième particularité, c'est qu'on a affaire à une puissance nucléaire. Ça change tout et on le voit bien. Ça, si la Russie n'était pas une puissance nucléaire qui menace d'ailleurs de plus en plus d'utiliser ces instruments, ça ne serait pas du tout la même histoire. Bon. Or, il se trouve que paradoxalement, plus la Russie est en train de perdre sur le terrain de la guerre conventionnelle, plus ça devient dangereux, puisqu'on a bien compris que Vladimir Poutine, je sais plus, je crois que c'est un journaliste, je crois que c'est un de vos confrères, je crois que c'est Jean-Dominique Merchet qui avait écrit la Russie ne peut plus gagner cette guerre, mais elle refusera de la perdre. Et c'est bien le problème dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que la Russie a d'autres armes qui ne sont plus conventionnelles du tout, celles-là, et plus elle perd sur le terrain conventionnel, plus va se poser la question de savoir si elle accepte ou elle souhaite passer à la vitesse supérieure. Et là, c'est la première fois un petit peu, parce que jusque-là, il y avait une sorte de consensus qui était d'ailleurs inscrit fortement par les Américains, qui était que l'arme nucléaire, ça sert à défendre notre territoire s'il est gravement menacé, mais ça ne doit pas être utilisé pour une guerre extérieure, pour une opération militaire extérieure. Et on a préféré à plusieurs reprises perdre une guerre extérieure plutôt que d'utiliser l'arme nucléaire. En Corée, en 50-53, la question s'est posée. Au Vietnam, certains ont posé la question. À chaque fois, la réponse a été la même. Les États-Unis ont préféré perdre
cette guerre extérieure que de franchir un seuil. Là, la question, évidemment, se pose. D'abord parce que Poutine ne considère pas que c'est une guerre extérieure, il considère que l'Ukraine, au moins l'Est de l'Ukraine, c'est chez lui. Et la rhétorique qui consiste à dire « nous défendrons le territoire russe, plus on annexe l'Est de l'Ukraine, plus j'ai des armes nucléaires », elle est très, très dangereuse. Donc ça, c'est une autre spécificité. Puis j'en finis là. Troisième point, une guerre peut en cacher plusieurs autres et même en favoriser plusieurs autres. Et ça, c'est le grand danger que je vois aussi au-delà de l'Ukraine. C'est que quand vous avez toute l'actualité internationale qui est focalisée sur un conflit, il y a plein de gens ailleurs qui se disent profitons-en pendant qu'ils ont les yeux braqués ailleurs. Et on voit bien Azerbaïdjan, Arménie. On va en voir d'autres probablement ailleurs. Vous avez dans les puissances qui ne sont plus les grandes puissances, mais les puissances moyennes, voire les petites puissances régionales, pour certains d'entre eux, les plus turbulents, cette tentation de dire pendant que tout le monde regarde vers l'Ukraine, profitons-en, nous, ça passera inaperçu. Et là, on pourrait voir se multiplier les foyers d'autres guerres ailleurs. Et bien évidemment, il y a aussi la dimension de test vis-à-vis de Taïwan. Les Chinois regardent évidemment tout ça de très très près. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Vous avez dans les deux cas une superpuissance, une grande puissance non occidentale qui a envie d'embêter les États-Unis et le monde occidental, qui fait une fixation depuis plusieurs années sur un territoire qu'il considère comme sien, c'est l'Ukraine pour la Russie et c'est Taïwan pour la Chine. Il est évident que l'Ukraine sert de test à la question taïwanaise et que les Chinois regardent de très très près comment ça se déroule. Je crois que François voulait réagir également. Oui, juste pour faire une passerelle finalement entre ce qu'on disait tout à l'heure sur la perception de la guerre et puis sur ce qu'elle implique, notamment sur le plan militaire. Au niveau de l'opinion publique, de l'opinion citoyenne, je crois que de la même façon qu'on est sorti d'une forme de naïveté après le Covid, lorsqu'on a remis en question finalement nos échanges avec la Chine sur le fait qu'il fallait devenir moins dépendant d'un pays qui a quasiment le monopole des médicaments ou des masques, eh bien, en termes j'allais dire en termes de perception, il y a aussi peut-être de notre part une forme d'obligation de sortir d'une forme de naïveté. Moi, j'étais frappé quand, par exemple, il y a eu la guerre du Golfe. Pour certains, ça peut paraître loin, c'était en 1990, mais il y avait déjà cette idée que le concept avait d'ailleurs été clairement énoncé, qu'une guerre, ça pouvait être une guerre zéro mort. On s'en souvient et on était affligé de voir que dès qu'il y avait un militaire américain, anglais ou français qui tombait au combat, c'était épouvantable, c'était une tragédie, alors que on ne comptait pas le nombre de morts irakiens au Koweït ou ailleurs. Une guerre, ça ne fait pas zéro mort. Ça fait toujours des victimes par centaines et par milliers. Et lorsqu'on évoque aujourd'hui, d'ailleurs, le nombre de morts en Ukraine, vous noterez que les autorités russes se gardent bien de corroborer les chiffres avancés par les services de renseignement anglo-saxons qui font état de 80 000 pertes, c'est-à-dire tués et blessés, pour annoncer un chiffre officiel de 5 000 morts qui est probablement extraordinairement sous-estimé par rapport à la réalité. La guerre, ça ne fait pas zéro mort. Deuxième chose, la guerre, ça ne dure pas quelques heures, quelques jours, quelques semaines. La guerre, quand on vous dit en ce moment qu'on est parti dans une guerre qui va durer, oui, une guerre, ça dure. À moins qu'on soit avec un rapport de force tellement déséquilibré qu'en 3 jours, un blitzkrieg finit par conquérir, annexer, tenir et s'en sortir comme ça. Ça n'existe plus. Et on le voit bien avec cette guerre en Ukraine. La façon dont les Occidentaux ont contribué au rééquilibrage du rapport de force avec la Russie va probablement faire durer cette guerre. Mais ce n'est pas pour le plaisir qu'elle dure, c'est juste pour prouver, montrer que lorsque on s'attaque à un pays de cette taille, de cette population au cœur de l'Europe, oui, les enjeux sont tels, pas seulement pour les Russes, pas seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour nous, que probablement cette guerre va durer, si tant est que personne ne veuille négocier sur les mêmes termes. Et troisièmement, on a eu cette impression, mais c'est aussi parce que chez nous en France, il n'y a plus de service militaire depuis 1996, je crois, que la guerre, c'est celle des autres. C'est-à-dire, ce sont celles de nos soldats quand ils partent en expédition lutter contre le terrorisme ou participer à des opérations de maintien de la paix. Mais c'est pas, j'allais dire, c'est déconnecté. Parce que non seulement notre connaissance militaire en tant que citoyen
bah, elle s'est beaucoup amoindrie. Finalement, on ne sait pas trop faire la différence. Qu'est-ce qui est conventionnel, qu'est-ce qui est tactique, qu'est-ce qui est stratégique, ça nous dépasse un peu. Il n'y a pas beaucoup de pédagogie qui est faite là-dessus, alors que c'est très important parce que c'est ça qui détermine un peu justement le cours de la guerre. Il n'y a pas cette pédagogie de la guerre, de ce que c'est que le monde militaire, de ce qu'est le monde de l'armement, le monde de l'industrie de défense, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'une loi de programmation militaire, pourquoi est-ce qu'on la planifie sur 6 ans, pourquoi est-ce qu'on est obligé de la recalibrer à chaque fois, parce que la menace évolue. Et Frédéric le disait tout à l'heure, cette guerre, ça n'est pas qu'une guerre conventionnelle, c'est aussi une guerre hybride où de nouvelles techniques apparaissent qu'on n'avait pas vues dans les conflits précédents, les attaques informatiques, la guerre de la désinformation, etc. Tout ça, il faut qu'on se l'approprie pour à la fois comprendre et, comme le disait Armelle tout à l'heure, avoir une forme peut-être pas d'empathie, mais en tout cas de compréhension suffisante pour pouvoir peser les enjeux. Et je termine en disant que depuis qu'il n'y a plus de service militaire en France, on pense que ce sont nos soldats qui vont faire la guerre, mais si on regarde ce qui se passe en Ukraine, lorsqu'un pays est attaqué, bien sûr que c'est la mobilisation générale, bien sûr qu'une armée professionnelle ne peut pas faire le job de toute une nation. Et cette question, finalement, en Europe, on a parlé de l'augmentation des budgets de défense, il va falloir qu'on parle peut-être de la nécessité de retrouver une forme d'apprentissage de la vie militaire, que ce soit avec un nouveau service national, que ce soit avec un considérable investissement dans ce qu'on appelle la réserve citoyenne, la réserve militaire, avec des jeunes qui se forment à être en réserve au cas où. Et ça, c'est nouveau. En France, ça fait presque 30 ans qu'on n'a pas eu de débat là-dessus. Il revient par petites touches, on l'a vu avec le service national universel, mais je pense que c'est à nous de s'approprier aussi et de faire partie de ce débat sur défendre son pays ou défendre les valeurs de son pays ou défendre l'idée européenne. Ça peut aussi impliquer s'intéresser davantage à ce qu'est la défense nationale, la défense européenne, la défense collective et peut-être un jour, et il ne faut pas l'espérer naturellement, mais y prendre sa part. Quelques mots d'Armelle et après on passera aux questions. Je vais poursuivre sur la lancée de François avec un peu rapidement pour laisser le temps des questions, mais je pense que en fait on en est arrivé aussi à poser la question de faire un retour vers la guerre, puisque c'est notre intitulé. Est-ce que c'est utile? Point d'interrogation. Et c'est peut-être là, en fait, maintenant qu'on se trouve fondamentalement, parce que aller vers la guerre, c'est forcément violent. Ça veut dire que, comme l'a énoncé François, il faut à un moment donné avoir des optiques qui sont dans cette logique guerrière. Ça coûte de l'argent, parce que si à un moment donné, il faut financer des budgets défense, ça se fait forcément aussi au détriment d'autres choses. Humainement, ça coûte effectivement beaucoup. Et je pense que beaucoup de pays se posent cette question-là. On l'a vu lorsqu'on a vu les rencontres aujourd'hui en Ouzbékistan, enfin il y a quelques jours en Ouzbékistan, de la part de Chine ou de l'Inde, qui sont des pays qui commercent beaucoup. La Chine existe par le commerce. Elle voit aujourd'hui son économie se ralentir, donc elle n'a pas forcément besoin d'avoir un partenaire qui était Vladimir Poutine, qui perde militairement et qui du coup perde de sa crédibilité, en tout cas d'affichage militaire. Est-ce que les Européens, on ait vraiment aussi besoin de cette guerre? Et ça fait partie des questions qui sont pour nous essentiel à regarder, parce qu'à partir du moment donné où on va demander aux uns et aux autres de faire des efforts sur la consommation, sur la façon dont on va se chauffer, sur l'avenir qu'on va donner pour les uns et pour les autres, forcément, il faut savoir de quel point on est parti. Est-ce que ça valait la peine d'y aller? Est-ce que ça ne valait pas la peine d'y aller? Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a toute une notion de pays du monde qui, eux, considèrent qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. Les pays du Golfe, par exemple, ont plus un appétit d'avoir des expansions vers l'Asie que de se tourner vers tout cela. Et c'est cet ensemble de questions qui est très déterminant. Très bien, je vais passer la parole à la salle pour le débat, pour les questions. Donc, je vais prendre à chaque fois 3 questions. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui passe le micro. J'ai des questions là-bas au fond, de ce côté-là. Bon, il faut que le micro vous parvienne. Oui, et après, j'ai des questions de l'autre côté. Oui, voilà, d'accord, très bien. Bien, allez-y, oui. Oui, bonjour. Frédéric Charillon nous indiquait tout à l'heure que la guerre qu'il y a en Ukraine
et la Russie et l'Ukraine engendrent des conflits de moindre intensité. Aujourd'hui, il y a des tensions en Serbie, entre la Serbie depuis plusieurs mois, entre la Serbie et le Kosovo. Est-ce qu'on ne risque pas une guerre plus proche encore de chez nous et un retour de la guerre au niveau des Balkans, en fait? Alors, attends, je vais prendre 2 autres questions. Oui, ici, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Muriel Rouillet. Je voudrais faire une petite remarque et 2 questions rapides. Une remarque, c'est que nous autres Européens qui avions réalisé le rêve de paix, récompensé par le prix Nobel en 2012, on se retrouve aujourd'hui face à un paradoxe. C'est qu'on est devenu un peu le dernier homme incapable de penser le monde de Hobbes, quoi. Plus seulement on réagit bien au monde quantitatif, mais plus du tout à la présence du mal. Alors faut-il renoncer à ce rêve de paix qui avait finalement, où on croyait qu'il avait réussi? Ça nous met quand même devant nos contradictions. Mais alors, double question face à ce constat un peu désabusé. En écoutant Armelle et sa description du monde terrible qui nous entourait et qu'on ignorait complaisamment, je me dis finalement cette guerre nous rapproche des autres. C'est paradoxal aussi, mais peut-être nous rapprochera-t-elle des autres. Et question à Frédéric. Je voudrais savoir, puisqu'il travaille sur les guerres d'influence, si malgré tout quand même, parce que moi je ne veux pas jeter le rêve de paix européen à la poubelle. Je pense qu'il peut bénéficier au monde, mais c'est vrai qu'il va falloir le muscler. Alors Frédéric, quels sont les moyens du soft power ou de ce que les Américains ont appelé un temps la faiblesse européenne, hein, bon, mais le commerce, peut-être l'intelligence aussi, la transition écologique. Quels sont les moyens avec lesquels on peut quand même encore gagner une guerre? Est-ce qu'il faut jeter le rêve de paix à la poubelle, ou est-ce qu'on peut quand même, dans un avenir qu'on espère proche, aussi compter sur ces ressources-là? Merci. Je vais prendre une 3e question, donc j'en ai là, et puis après je prendrai une 2e série de questions. Alors attendez, parce que là, les 2 micros arrivent en même temps sur 2 personnes différentes. Non, ce ne sera pas vous, c'est okay. Madame. Allez-y. Oui, merci. Je partirais de 2 remarques. C'est-à-dire qu'on avait le nucléaire comme bouclier. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un dôme. C'est-à-dire que le nucléaire était censé nous protéger des guerres, pour l'Europe, hein, j'entends. Et en fait, aujourd'hui, on voit comme vous dites, on est revenu à une guerre de territoire. La guerre de 14-18, bon, je pense que ce n'est pas une très, très bonne métaphore, mais bon. Et en fait, on a l'impression du coup que l'Ukraine, c'est la chair à canon de l'Europe. C'est-à-dire que, OK, on envoie les armes, on envoie tout ce qu'il faut, mais eux se battent, eux meurent, et nous, on est protégés. Et moi, j'ai la sensation, si on reprend sur 14-18, que, voilà, on a les militaires qui meurent, et puis les civils qui sont protégés derrière la ligne de combat. Et du coup, la 2e remarque par rapport au nucléaire, et en même temps, on se rend compte, on découvre, ah mince, mais une centrale nucléaire peut servir d'enjeu guerrier. Et là, du coup, tout le monde se sent concerné. Vous voyez ? C'est-à-dire que d'un côté, on a la chair à canon, et de l'autre côté, on se dit, ah mince, on peut y passer parce qu'il y a quelqu'un qui va faire sauter une centrale nucléaire et elle devient un enjeu. Merci. Voilà. Merci. Donc les orateurs vont répondre sur vos remarques. Allez, qui veut? Moi, je veux bien commencer juste sur... et c'est très court, madame. C'est sur les comparaisons. Les comparaisons entre les guerres, elles ne sont jamais totalement vraies parce que, d'une part, parce que la façon dont on a appris à se doter d'armées, de budget de défense et de moyens de plus en plus perfectionnés pour faire la guerre ou pour se défendre ne permettent pas de comparer tout. 14-18, on en a parlé parce qu'effectivement, dès que vous avez une guerre de position où on s'enterre littéralement dans des tranchées pour défendre des centaines de mètres carrés de territoire, ça rappelle effectivement la guerre de 14-18 avec parfois des guerres de tranchées qui ont duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Et avec l'horreur qui va avec, c'est-à-dire que comme ce sont des combats d'artillerie, évidemment, ça fait un nombre de morts insupportable. Mais moi,
si je devais faire une comparaison qui n'est plus militaire, mais qui est plus politique, c'est de nous rappeler ce qui s'est passé plutôt la fois suivante. Quand vous dites guerre par procuration, qu'est-ce qui s'est passé en 1936 lorsque il y a eu cette guerre en Espagne? Eh bien, on a vu qu'il y avait une forme de solidarité d'un côté avec les combattants républicains, puis de l'autre côté une forme de solidarité avec des gens qui étaient proches de Franco, avec un combat qui devenait un combat idéologique entre d'un côté le fascisme et de l'autre côté les forces républicaines progressistes. Et il y a eu ce que l'on a vu aussi au démarrage de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire des mouvements de solidarité, des mouvements de transport d'armes, des gens qui s'engagent, qui créent des brigades internationales, etc. Ça, c'est une toute petite ressemblance et qui aujourd'hui est peut-être un peu moins vraie, mais à laquelle on a assisté au début. 38, Munich, lorsque les Occidentaux, à l'époque, essentiellement les Français et les Britanniques, disent à Hitler, bon, l'Autriche peut-être, mais pas plus loin. Mais aujourd'hui, face à Poutine, il y a des choses qui connectent. Il y a des comportements, il y a des réflexes qui sont comparables. 39, c'est la Pologne. 40, la France. Et là, on se dit, ah bah ça y est, maintenant c'est chez nous. Mais c'était chez nous déjà en Autriche, déjà en Pologne, c'était déjà l'Europe. Alors c'était pas l'Europe d'aujourd'hui parce qu'elle n'était pas une Europe politique, mais c'était tout de même le territoire européen. Et donc aujourd'hui, quand vous dites l'Ukraine, c'est pas chez nous, c'est vrai. Et en même temps, il n'y a pas plus proche que nous, que les Ukrainiens. Quand il suffit d'aller à Kiev, moi je me rappelle très bien le jour de l'indépendance de l'Ukraine, quand j'y étais, mais j'avais l'impression d'être à Paris. Lorsque je vais, il y a 15 jours, à Vilnius, j'ai l'impression d'être chez moi. Les réflexes sont les mêmes, le langage n'est pas le même, mais les valeurs sont les mêmes, les références sont les mêmes, la culture parfois est quand même très européenne. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut faire des comparaisons historiques qui ne valent que ce qu'elles valent, mais qui doivent nous rappeler à chaque fois les enjeux. Ce qui se passe en Ukraine, ça nous concerne. Merci. Alors, je vais prendre une question, une seule réponse d'un intervenant, et après, pour prendre une deuxième série de questions. Il faut laisser la parole au public. Pardon ? Ouais, vas-y. Non, mais une question, un intervenant, c'est ce que je veux dire. Alors, madame, parce que vous m'avez posé sur la Serbie, oui, mais très vite, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une guerre comme ça, qui focalise l'attention du monde, il y a toujours le risque ailleurs, d'autres foyers de tension soient exacerbés parce que les acteurs sur place se disent profitons-en pendant que le monde regarde ailleurs. Bon, et là vous en ajoutez un autre exemple qui est la Serbie. Ça peut arriver bien sûr, comme Arménie, Azerbaïdjan. Sur la question de Muriel, alors d'abord, est-ce qu'on peut par des moyens pacifiques et de soft power gagner des guerres, c'est-à-dire empêcher la guerre physique? C'est exactement le pari qu'essayent de faire les États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire, on va mettre au point une série d'instruments, de sanctions, de pressions, pour montrer à un acteur qui veut faire une guerre à l'ancienne, que nous avons les moyens, sans faire la guerre nous-mêmes, de l'arrêter, ou en tout cas de l'entraver fortement. Alors, on ne sait pas quelle est l'issue de cette confrontation, parce qu'on voit bien là où est la confrontation. C'est d'un côté, il y a Vladimir Poutine qui croit dans la guerre brutale, à l'ancienne, qui fait le pari que la force l'emporte sur tout le reste, que tout ça, les sanctions, etc. D'abord, peut-être les avait-il sous-estimés, peut-être pensait-il qu'il se sentirait avec quelques déclarations outragées des pays occidentaux, et que comme d'habitude, voilà, après quelques protestations aux Nations Unies et quelques sanctions symboliques, ça n'irait pas beaucoup plus loin. Peut-être est-il surpris par l'ampleur de ces sanctions, par la cohésion des pays qui les font, mais en tout cas, l'affrontement, il est là. C'est-à-dire d'un côté, quelqu'un qui fait le pari que la force l'emportera, parce que dans son esprit, sans doute, la force l'emporte toujours. Sur le temps long, l'histoire est tragique, la guerre, c'est violent, et donc les armes, quand elles parlent, elle l'emporte. Et en face, il y a une vision beaucoup plus moderne qui fait le pari que non, aujourd'hui, au 22e siècle, au 21e siècle, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je veux absolument qu'on soit au 22e siècle, au 21e siècle, parce qu'on est en 2022, c'est peut-être pour ça, qu'aujourd'hui, en 2022, on ne peut plus se permettre la guerre. Et c'est là, je crois, la vraie question. C'est le soft power qui dit on ne peut plus se permettre du brutal. Et en face, quelqu'un qui dit vous allez voir, si on ne peut plus se permettre du brutal, c'est le brutal, en réalité, qui l'emporte toujours. On a toute une panoplie, on a tout un arsenal d'instruments, de sanctions, de pressions diplomatiques et autres. La bonne surprise pour cela, c'est de constater qu'il y a une cohésion
du groupe occidental qui a initié ça. Leur mauvaise surprise, c'est de constater que le Sud ne suit pas. Et que ça va évidemment un peu casser la mécanique, parce que si les sanctions ne sont pas amples, globales et très partagées, ça n'ira pas très loin. Et donc en face, on se réjouit, vous envoyez vos sanctions, nous on va les balayer en allant plus vite avec nos chars. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Alors sur l'autre remarque d'ailleurs très très vite de Muriel, ce qui était est-ce que ça nous rapproche pas des autres? Si, mais encore faut-il qu'on en soit conscient et qu'on en tire toutes les leçons. Parce qu'à vrai dire, c'est pas la première fois. Moi je me souviens très bien le 11 septembre 2001, il se trouve que je donnais un cours à ce moment-là à des diplomates étrangers dans ce qui s'appelait encore l'ENA et qu'on apprend un petit peu ça en direct. La première réaction de ces gens qui n'étaient absolument pas des radicaux, des fous furieux, etc., qui étaient des diplomates des pays du Sud, tout à fait sympathiques et modérés, il y a une discussion tout à fait. Ma première réaction, c'était de dire, vous voyez, peut-être que là, nous, ce genre de choses, ça nous arrive tout le temps. Les pays du Sud sont les premiers touchés par le terrorisme. Les États-Unis vont peut-être comprendre ce que c'est que la violence chez soi. Bon, c'est pas tout à fait la réaction qu'ils ont eue. C'est pas tout à fait ils ne sont pas lancés dans l'introspection à ce moment-là. Ils se sont lancés dans plein d'autres choses, mais pas dans l'introspection. Là, aujourd'hui, effectivement, quelque part, ça nous rapproche des guerres des autres. Et ça, je crois que ce message, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire, quand les pays du Sud nous disent « Ah, vous voyez, la guerre, c'est violent. » Ben oui, nous, on connaît. Il faut l'entendre aussi. Il faut l'entendre aussi parce qu'effectivement, ça, je ne sais pas si ça nous rapproche des autres, mais ça devrait nous donner plus de compréhension pour ce qui se passe ailleurs. C'est vrai. Juste, est-ce que je peux très vite Oui. Moi, je voudrais quand même ajouter que il faut quand même pas être très pessimiste parce que l'espace de paix européen, ce modèle de paix, c'est quand même pour ça que c'est quand même ça qui attire. Sinon, il n'y aurait pas eu de conflit en Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? La question là, elle est quand même que l'Ukraine a envie de... Il voit son voisin polonais qui vit bien, qui s'est enrichi, qui peut vivre sans avoir peur, et il a envie de vivre comme ça. Il n'y aurait pas eu... L'Union européenne ne serait pas cet espace de paix qui est un soft power qui ne marche pas très bien, peut-être. Enfin bon, là, c'est quand même quelque part le début... C'est quand même une des bases du conflit, et c'est pour ça qu'il nous touche, c'est tout. Qui nous touche plus. Oui, moi je sais, le conflit du Tigré, ça me touche pas, j'y connais rien, mais c'est normal, quoi. Voilà. Je vais quand même dire... Oui, je vais prendre une autre série de questions. Si Pascal Yeli Commins ne conclut pas maintenant, oui, c'est bon. Je prends une série de 3 autres questions. Alors, question rapide, réponse rapide. Allez-y. Ça marche. Une question sur quid du parapluie nucléaire américain. Et je profite que vous soyez là. J'explique à mes filles, j'ai peut-être tort, je fais le lien avec la crise des euromissiles, avec un danger que j'avais ressenti à l'époque, j'étais très jeune, d'une guerre nucléaire limitée à l'Europe. Et est-ce que la France, comme, si j'ai bien compris, à l'époque Mitterrand, qui avait couvert l'Allemagne avec le parapluie nucléaire français, en disant si jamais une guerre d'euromissiles nucléaires touche l'Allemagne de l'Ouest, la France protégera et attaquera l'agresseur. Parce que là, on parle d'un risque nucléaire. Est-ce que les Américains sont prêts à y aller, si ça se limite à l'Europe? Alors, ensuite, une deuxième question. Moi, j'avais une petite question à Frédéric Charillon. C'est pas pour faire de la provocation, je suis profondément pacifiste. Quel serait le coût d'une non-entrée en guerre de la France? Quel coût ça serait pour la France de ne pas entrer en guerre d'une manière ou d'une autre, armée de l'air ou ce que demande Zelensky? Et une troisième question ici, et après on passera aux réponses des intervenants. Allez-y. Est-ce que le fait de passer des armes à l'Ukraine pour une puissance
comme par exemple les États-Unis, c'est pas aussi un moyen de tester les armes et peut-être de les faire valoir à l'international pour montrer, par exemple, comme le javelin, pour montrer son efficacité à l'international. Voilà. Ouais. Armelle. Je vais répondre sur la dernière question, sur la façon dont on peut tester les armes et les mettre. Une guerre, ça sert toujours, effectivement, dans la question de l'armement. Ça fait partie des constats, malheureusement, qui font qu'on adapte davantage, effectivement, son entreprise, son industrie. On y excelle davantage parce que, du coup, on se met en compétition avec les uns et les autres. On fait retravailler de la R&D. On fait effectivement rentrer tout un système de choses à l'intérieur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui avec une Amérique qui arme considérablement, parce que du coup elle a une industrie de l'armement qui lui permet aujourd'hui de fournir des aides, des munitions et tout ce qu'on a, et qu'on se retrouve, nous, pays européens, plus à la traîne sur ces questions-là, parce qu'on ne s'était pas préparé non plus à des aides intensives aux uns et aux autres. Donc voilà la première chose. J'allais juste dire un mot rapide sur la question qui m'était posée du monde affreux, uniquement pour quitter quand même ce samedi avec un sourire. Bienvenue aux rencontres géopolitiques de Nantes. J'allais dire que comprendre de quoi est-ce que le monde est fait, c'est forcément un peu déprimant, mais en même temps, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir les yeux éveillés et juste, en fait, de se rendre compte à quel point on a de la chance, effectivement, d'être dans ce pays où on est quand même dans un grand pays de liberté et où, du coup, la question des valeurs, elle se pose fondamentalement. De quoi est-ce qu'on a envie ? Pourquoi est-ce qu'on veut bien se battre ? La question de l'Ukraine l'a réveillé parce que quand on croque sur un territoire, est-ce qu'on ferme les yeux ? J'allais dire, c'est plus la question de est-ce qu'on croque sur un territoire, c'est plutôt comment est-ce qu'on laisse des points noirs qui aujourd'hui s'enlisent complètement et que quand on ne veut pas résoudre des conflits, et il y en a tout un nombre, l'Azerbaïdjan et l'Arménie dernièrement, mais les Balkans où lorsque l'on se promène aujourd'hui, on voit que les nationalismes ont repris le dessus. Et c'est ça. C'est-à-dire, en fait, je crois que juste le message à une jeunesse serait justement d'être joyeux et d'aller vers de l'allant en se disant qu'on a des choses aujourd'hui à défendre, que simplement il faut lire, qu'il faut être cultivé, qu'il faut prendre un peu de temps pour ça, parce que quand les informations sont trop courtes, trop rapides, quand c'est des fake news, ça ne nous amène pas à la complexité du monde et savoir fondamentalement ce qui nous fait plaisir et ce qui est notre ADN. Et à partir du moment donné où on se dit que voilà, ce sont ces choses-là qui sont importantes pour nous, que généralement on met aussi sous la démocratie, et bien du coup ça donne tout le courage nécessaire pour le faire à la manière dont on peut le faire chacun. Sur les autres questions. Oui, non, sur le nucléaire, le parapluie américain, le parapluie français, c'est compliqué. C'est pas rien n'est écrit. Enfin, le mode d'emploi n'est pas écrit noir sur blanc. La France est un pays de l'OTAN. L'Allemagne est un pays de l'OTAN. L'Allemagne n'a pas l'arme nucléaire. La France l'a. La France a toujours considéré qu'elle utiliserait son arsenal nucléaire de façon indépendante. Mais à partir du moment où on est entré en l'occurrence en 82, c'était pas un parapluie nucléaire français. C'était Mitterrand qui disait oui à ce que des missiles américains Pershing puissent être installés en Allemagne face aux SS-20, c'était les SS-20 soviétiques. Donc là, ce qui a progressé depuis, c'est l'idée qu'à partir du moment où à 27 dans l'Union européenne, il y a une puissance nucléaire et demie, la France et le Royaume-Uni, oui, nous contribuerons à défendre les autres lorsqu'ils sont attaqués, et pas seulement parce que ce sont des pays de l'OTAN, mais aussi parce que ce sont des pays de l'Union européenne, avec, dans le traité de Lisbonne, un article clair, qui est l'article 42, qui oblige à une forme de solidarité. Elle n'est pas décrite précisément sur l'utilisation des armes et certainement pas nucléaires, mais l'idée qu'on appartient à une même famille et qu'on doit se défendre les uns les autres, elle est effectivement dans nos traités. Il y avait la question sur le coût d'une non-entrée en guerre. C'est assez... non, je ne dirais pas que c'est très simple, parce que rien n'est très simple dans ces affaires, mais enfin, le coût d'une entrée en guerre est généralement économique et humain. C'est politiquement correct de dire humain et d'abord et économique ensuite, pardon. Le coût d'une non-entrée en guerre, il est plus politique, évidemment. Bon, voilà, donc... pour le moment, le calcul rationnel, c'est de dire nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. C'est ça qu'on veut éviter à tout prix. C'est-à-dire on ne veut pas que la Russie
gagne pour ne pas cautionner le fait accompli, l'agression militaire, etc. Mais on ne veut pas se considérer comme étant nous-mêmes en guerre contre la Russie. Donc c'est pour le moment ce qui est considéré comme le calcul le plus rationnel. Le problème, évidemment, c'est que ce calcul peut être refusé dans ces termes par Vladimir Poutine, qui peut considérer à un moment qu'à partir du moment où nous serions, selon sa perception, des co-belligérants, ce que nous sommes un petit peu, il faut bien le dire, il peut considérer que nous sommes quand même en guerre avec lui, et là, effectivement, lui agir de son côté. Mais le coût d'une non-entrée en guerre, aujourd'hui, est considéré comme évidemment plus faible que le coût d'une entrée en guerre. C'est évident, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est peser sur un événement extérieur grave pour nous, mais dans lequel que l'on ne souhaite pas aggraver pour nous-mêmes. C'est pour ça que nous ne sommes pas entrés complètement en guerre. Le fait d'y aller complètement changerait la donne et aurait un coût supérieur. Juste un petit mot sur le parapluie nucléaire américain. Tout dépend de ce qui se passe. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait si, effectivement, l'article 5 de l'OTAN, il est très particulier. Mais là, les configurations sont forcément plus complexes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une arme nucléaire tactique qui est utilisée en Ukraine? Premier cas de figure. Autre cas de figure, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des frappes sur non pas nucléaire, mais sur un territoire de l'OTAN? Par exemple, imaginons que la Russie décide de frapper des points de départ d'acheminement de matériel vers l'Ukraine, ou de matériel militaire vers l'Ukraine, par exemple en Pologne, même si ça ne fait pas de victimes humaines, même si c'est qu'il y ait une frappe russe sur un territoire qui, de fait, est un territoire de l'OTAN. Tout ça, ce sont des scénarios pour lesquels on n'a pas véritablement la réponse. Et donc, évidemment, de toute façon, l'arme nucléaire, ça doit rester dans le flou, parce qu'il y a une part de psychologie dans la dissuasion qui est énorme. C'est pour ça que, pour le moment, Joe Biden dramatise sans être explicite. Quand il dit quand on lui dit qu'est-ce que vous diriez à Vladimir Poutine s'il était tenté d'utiliser des armes nucléaires, et qu'il répond, je lui dirais surtout, et en le répétant 3 fois, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, parce que ça changerait totalement la configuration de ce conflit. Il n'en dit pas plus, parce que justement, toute l'essence de la dissuasion, c'est de laisser planer le doute. Et de toute façon, on ne peut pas non plus apporter par avance de réponse trop automatique, parce que les contextes seraient forcément très différent. C'est pas la même chose d'employer une arme tactique, nucléaire tactique sur le territoire ukrainien que de frapper de façon conventionnelle un territoire de l'OTAN, et évidemment non plus une frappe nucléaire sur un territoire de l'OTAN. Ce sont des cas de figure très différents, donc il n'y a pas une réponse par avance. Très bien, écoutez, merci. On arrive à la fin de ces géopolitiques de Nantes, donc je remercie tous les intervenants.